Oui, bonjour à tout le monde. Emmanuel m'a proposé d'intervenir aujourd'hui pour donner le point de vue de l'ADEME sur la maladie Covid-19 et la gestion des déchets de manière plus générale. Donc, je vais parler un petit peu de l'élimination des équipements de protection individuelle, donc essentiellement les masques et les gants, voire les blouses, mais ce genre d'équipement. Et ensuite, on fera un tour sur la gestion des déchets organiques et voir quelles peuvent être, quelle serait la perspective d'études à mener. Donc, pour ce que sont les équipements de protection individuelle, j'ai mis en illustration un masque en polypropylène parce qu'en fait, il y a deux types de soucis de notre point de vue sur ces matériaux-là, sur ces équipements-là. C'est d'une part la pollution virale lorsqu'il y a un abandon dans la nature ou une gestion de ces déchets-là. Et ensuite, pour ce qui est du masque en polypropylène, c'est la pollution plastique. Donc, pour ce qui est de la pollution virale, quand on a un abandon dans la nature, on est sur une échelle de risque, entre guillemets, qui est horaire, voire journalier, d'après ce qu'on sait aujourd'hui dans la littérature, même si la durée de conservation de l'infectiosité, comme en parlait Christophe Ganzer juste avant, est parfois peu connue. Mais par contre, c'est quelque chose, je pense que c'est des données dont on pourrait avoir besoin pour savoir quelle est la durée de conservation de l'infectiosité du virus sur ce support-là. Et ensuite, la question qui se pose lors de l'abandon dans la nature, on revient à une thématique qui devient malheureusement classique en ce moment, qui est la pollution plastique de l'environnement, avec une échelle qui est annuelle, avec une potentielle génération de microplastiques et qui va entraîner une contamination des sols, des eaux et de l'air par cette contamination environnementale par le plastique. Ensuite, en termes de gestion des déchets en tant que tels, si on estime qu'ils sont bel et bien traités et non pas abandonnés dans la nature, je vous rappelle que l'abandon dans la nature, ça peut générer des amendes fortes si on fait ça. Donc ça implique qu'il faut une gestion de ces déchets-là. Et donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de suivre les préconisations du ministère de l'Environnement, donc de gérer ça par des poubelles scellées avec des temps de latence avant de faire sortir les masques de l'endroit où ils sont stockés dans ces sacs-là. Ou si on est en établissement de soins ou des matériaux qui sont portés dans le cadre professionnel, ça peut rejoindre une filière dasserie qui, elle, est plus organisée parce qu'on est dans des établissements qui ont l'habitude de gérer ce genre de filière-là. Par contre, on peut continuer à se poser la question de l'exposition des travailleurs au contact des déchets qui contiennent ces EPI-là. Normalement, la question est réglée par l'emballage, par le fait que ces matériaux-là sont ces matériaux potentiellement contaminés sont dans un système clos. Bon, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des ruptures dans les sacs, il peut y avoir des ruptures dans les contenants et ça pourrait exposer les personnels. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, à ma connaissance, je n'ai pas de réponse à cette question-là. Si je passe à la gestion des déchets organiques, on va traiter, comme les images vous le montrent, les déchets de cuisine et de table et les déchets organiques. Les bouts de station d'épuration. Alors, les bouts de station d'épuration, elles sont intéressantes entre guillemets au regard du SARS-CoV-2 si elles ne sont pas hygiénisées. L'évaluation de ce risque-là et les préconisations d'action au regard de la gestion des bouts non hygiénisés sont gérées à l'ANSES et il peut s'en suivre des interdictions d'épandage, mais c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé dans les précédentes interventions qui vous ont été présentées ce matin. Et là, ce que je vais vous présenter, donc j'irai pas beaucoup plus loin, même pas plus loin du tout dans la question de l'épandage des bouts non hygiénisés, et je vais plutôt me concentrer sur les déchets de cuisine et de table. Il y a deux types de gestion de ces déchets de cuisine et de table, enfin trois plutôt, pardon. Il y a la gestion industrielle qui va appliquer un système de collecte et on va retomber là sur une question de la santé professionnelle. Est-ce que les personnes qui peuvent collecter ces déchets, dont je vais rappeler qu'ils sont potentiellement contaminés par les personnes qui les auront manipulés. On peut faire la supposition qu'une personne malade de la Covid-19 peut transmettre le virus dans les déchets qui auront transité dans son habitation. Donc, lors de la collecte, le professionnel pourrait être en contact avec ces déchets-là et donc potentiellement en contact avec un virus qui aurait pu garder son infectiosité. Et
là, on revient sur ce que je disais précédemment. À ma connaissance, moi, j'ai pas trouvé de données là-dessus aujourd'hui dans le peu de recherche que j'ai fait. Un point qui nous paraît, nous, le plus intéressant parce que c'est des questions qui se posent pour les particuliers, et là on sort de la santé professionnelle, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une collecte en point d'apport volontaire? Donc quelle pourrait être la survie du virus qui pourrait être déposé sur le clapet du tambour lorsqu'il y a un apport en point d'apport volontaire? Ensuite, il y a une gestion des déchets de cuisine et de table qui sont une gestion domestique. Donc si les déchets de cuisine et de table sont contaminés, ça veut dire que la famille fréquente déjà le virus. Et je ne suis pas convaincue que de s'inquiéter de ce qui est contaminé dans les déchets enfin, si les déchets de cuisine et de table sont contaminés, soit une question très pertinente au regard de l'exposition qui se passe déjà dans la famille. Par contre, on a une question qui est plus importante, c'est lorsque les déchets de cuisine et de table sont gérés de façon partagée. Donc, lorsqu'il y a des composteurs en pied d'immeuble ou de quartier, quels peuvent être les risques lors du retournement d'état de compost? Est-ce qu'il y a un risque d'aérosolisation des virus potentiellement portés par les déchets de cuisine et de table? Et quels sont les risques lorsqu'on a une manipulation des outils? Ces outils-là pouvaient être une bêche ou alors des outils plastiques. Est-ce qu'il y a un risque de survie du virus sur ces outils-là? Ça, c'est des questions qu'on se pose et donc de fait, on en vient à quelles sont les études que l'on devrait mettre en route. Alors, comme ça vous l'a déjà été précisé si j'ai bien compris, dans les 2 interventions précédentes, je n'ai pas assisté à tout. L'idée de vouloir manipuler du SARS-CoV-2, ça paraît pas être une bonne idée parce qu'il faut déjà faire ça dans un laboratoire de type L3 et dans un laboratoire de type L3, arriver à prendre des virus, à les mettre dans des déchets organiques, leur faire subir une espèce de traitement ou en tout cas un petit temps de stockage ou alors de les manipuler dans un laboratoire de type L3, ça paraît absolument ahurissant. Donc il faut trouver un substitut. Donc ce substitut, ça peut être un virus animal non transmissible à l'homme. Donc je regrette là de ne pas avoir été là pour savoir quel devrait être celui qu'on devrait utiliser? Parce que pour l'instant, c'est une question que j'ai encore. Est-ce que c'est un coronavirus bovin? Quels sont les laboratoires qui en sont détenteurs aujourd'hui? Comment est-ce qu'on pourrait rentrer en contact avec eux? C'est des réponses que je n'ai pas encore. La question de savoir est-ce qu'on doit suivre l'ARN ou est-ce qu'on doit suivre l'infectiosité? De mon point de vue, on devrait pouvoir suivre l'infectiosité parce que juste l'ARN, c'est pas suffisant et il faut qu'on puisse expliquer aux particuliers qui se posent des questions sur une potentielle contamination des outils qu'ils vont utiliser ou des points d'apport volontaires qu'ils vont utiliser. Il faut qu'on puisse leur dire il y a un risque et si jamais il y en a un, voilà comment est-ce qu'on peut essayer de le gérer. Il faudrait qu'on fasse donc une étude des déchets de cuisine et de table donc en compostage, qu'on puisse regarder la diffusion atmosphérique lors du retournement d'état et qu'on puisse avoir un protocole pour évaluer la persistance sur les outils de manipulation des tas de compostage partagés, donc soit des outils en plastique ou soit des outils en bois. Et il faut qu'on trouve aussi un protocole pour évaluer la présence sur les clapets des PAV. Toutes ces questions-là, ben, on commence à se les poser. Il faut qu'on avance un petit peu dans la réalisation de ce travail-là et l'objectif qu'on a en route, c'est d'essayer de mettre en place cette étude-là d'ici la fin de l'année pour pouvoir apporter des réponses, notamment lors de la gestion des déchets des particuliers. Voilà, je vous remercie pour votre attention.